Everybody, yes. On y va. Tous ensemble. Mais seulement, tenez compte, s'il vous plaît, de la réalité de votre pays. J'ai cru retenir essentiellement 3 préoccupations. La première concerne les valeurs de la francophonie. Est-ce que le Congo d'aujourd'hui peut réellement se situer dans les pays qui sont respectueux des valeurs de la francophonie? Pourquoi la diaspora n'a pas déjà, nous devons corriger cette affaire. C'est pas que la diaspora n'a pas pu voter, ou que nous n'avons pas pu être... Qui sort de la bouche autorisée. Oui. Vous savez, ce qui est négatif chez nos compatriotes, c'est quoi? C'est de critiquer avant même de s'organiser. Est-ce que vous-même, en tant que membre de la diaspora, oui, est-ce que vous vous êtes organisé, vous avez demandé un terrain qu'on vous a refusé? Est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ça? Congolais de l'étranger. Vous êtes aux affaires, vous êtes bien informés que nous autres qui sommes encore dans la lutte. Allez faire un tour sur Vous voulez qu'on parle de ça? Je suis bien disposé. Ce sont des questions. Non, d'accord. On s'arrête sur ces 2 points-là. Voilà, chers amis. Il y a quelque temps, nous sommes passés sur ce plateau. Nous l'avons dit, nous l'avons confirmé, que NASFOR TV était un carrefour. Un carrefour où on s'est croisés tous. Politiques, les acteurs du milieu culturel, les sportifs, ainsi de suite. Et voilà encore une occasion, ce soir, en présence d'une part des représentants du pouvoir en RDC, du cabinet du président de la République, et de l'autre côté, un de l'opposition qui représente la 3e force, Banacité, tel que vous les connaissez, et nous allons tenter d'échanger sur la francophonie. Nous allons tenter de dire nos pensées, qu'est-ce que nous pensons de la francophonie, quelle lecture nous voulons faire de la francophonie, parce que l'événement est là. Mais certes, chaque parti a une lecture, a une vision par rapport à cet événement, ce grand événement d'ailleurs. Nous allons donner nos positions, et ça serait à vous peut-être de tirer des conclusions selon que vous allez comprendre. Je ne sais pas. Il va se présenter lui-même. Moi, vous me connaissez, je suis Augustin Moukamba, le président de la 3e force. Je représente Banacité, tous les désespérés, tous ceux-là qui ne croyaient pas un jour ou qui ne croient pas arriver. Par notre lutte, par notre présence, ils peuvent, oui, tirer l'espérance. Bon, avant toute chose, j'aimerais remercier NASFOR TV de me donner l'occasion de m'exprimer ici dans le canton de Vaud. Je connais très bien ce canton de Vaud parce que je suis arrivé ici tout jeune, j'ai fait mes études ici, j'ai travaillé dans ce pays, dans ce canton, j'ai enseigné dans ce pays, dans ce canton, et maintenant, la vie a voulu que je retourne dans le pays qui est le mien pour enfin servir la nation congolaise. C'est ce que je fais maintenant. Mon compatriote a parlé de la francophonie. La francophonie, comme la plupart d'entre vous le savez, c'est une organisation internationale qui réunit tous les pays qui ont en partage la langue française. C'est une organisation qui a 75 États, dans lesquels il y a une 50aine d'États véritablement membres, et la vingtaine qui reste, ce sont des États qui sont à différentes étapes pour faire partie de cette organisation. La francophonie, elle se caractérise par un certain nombre de valeurs. Elle met en avant les valeurs de démocratie, les valeurs de tolérance, les valeurs de respect des droits de l'homme, les valeurs de développement, de lutte contre la pauvreté. Tout ceci au travers de la langue française. Comme chacun le sait, la langue française, elle est porteuse d'une certaine culture qui se définit par les valeurs que je viens d'indiquer.
Voilà pourquoi, au Congo, nous estimons que nous avons notre place dans cette organisation internationale, non seulement parce que nous parlons le français, mais aussi parce que nous croyons aux valeurs qui sont celles définies par la charte de cette organisation. Voilà pourquoi le président de la République, aidé par un certain nombre de personnalités en République démocratique du Congo, ont voulu que tous les pays francophones viennent se rencontrer chez nous. Ainsi, à Kinshasa, le président de la République a tenu à ce que ce 14e sommet ait lieu chez nous. C'est parce que nous pensons que cette organisation est porteuse d'un certain nombre de valeurs qui nous concernent, et valeurs auxquelles nous adhérons. Et je pense que cette rencontre permettra également à la République démocratique du Congo de mieux rayonner sur le plan international. C'est important, parce qu'il y a fort longtemps que notre pays est accueilli autant de chefs d'État. Il y a fort longtemps que notre pays a été l'objet d'une vision, a eu l'occasion de se montrer comme ça à travers le monde. Or, nous en avons besoin. Parce qu'il n'existe pas de pays au monde qui pourrait vivre en autarcie, fermé, sans se montrer dans tous ses aspects, positifs ou négatifs, puisque ça ne manque pas. C'était nécessaire. Voilà pourquoi je pense que nos compatriotes de l'étranger aussi devraient savoir que c'est quelque chose d'important. Et soutenir cette opération-là. C'est vraiment une demande pour ceux qui vont nous suivre, qui sachent que ce qui va se passer à Kinshasa entre le 11 et le 14 du mois qui va commencer, c'est quelque chose d'important pour la République. Il faudrait que chacun fasse attention à cela et dans la mesure des moyens de chacun, qu'il y contribue comme il peut. Merci. Monsieur le conseiller, tout de suite là, vous avez bien fait de revenir sur les valeurs de la francophonie, et parmi lesquelles la démocratie. Et à la fin, tout à l'heure, je vous ai aussi entendu parler vous vous attendez au soutien des Congolais qui sont à l'extérieur. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Absolument. Voilà. Mais laissez-moi déjà vous dire, parlant de la démocratie, vous-même aux affaires étant conseiller de chef de l'État, peut-on parler de démocratie d'une manière bien faite, bien exécutée dans notre pays? Ça c'est de un. Au vu de tout ce que nous vivons, nous suivons de près ce qui se passe dans notre pays, notamment partant des élections telles que cela s'est passé, je ne reviendrai pas sur ça, mais au moins pour dire qu'il y a eu quelque chose et que les conséquences sont là, nous sommes au point où on demande même à ce que le bureau de la CENI soit revu. Je n'entre pas en ça. Il y a les dossiers des opposants qui, entre guillemets, sous présomption d'innocence, selon la Constitution, ne doivent pas être encore condamnés, mais qui sont taxés de ça et là. Je ne citerai pas les noms, vous connaissez, vous avez les dossiers. Et à la fin, vous vous attendez aux Congolais de l'étranger, de l'extérieur, à qui vous avez même privé les droits à l'exercice démocratique. Un droit qui incombe aussi un devoir de citoyen, notamment le vote. Et je peux même, si j'ai bonne mémoire, vous citer l'article dans la Constitution. Je n'ai pas les chiffres, mais l'intitulé dit, l'article dit que tous les Congolais sont égaux et qu'en aucun cas on peut exclure ou empêcher à un Congolais, sauf par les règles établies par l'autorité, ni de se présenter ou de voter. Vous êtes conscient que ceux de l'étranger, vous les avez mis de côté. Il y a une violation de la démocratie, des règles démocratiques. Et maintenant qu'il y a une action, vous vous attendez à eux. Mais comment peut-on interpréter, comment peut-on comprendre
cette attitude. Et quand ceux de l'étranger doivent exercer leurs droits, ils n'ont pas le droit. Mais s'il faut un devoir, là, on a besoin d'eux pour les devoirs. Nous avons vu en France, les grands pays qui supervisent même cet aspect de la francophonie, on a vu une innovation au niveau du Parlement. Ils ont même réservé un espace aux Français de l'étranger. Et si vous n'avez pas l'information, moi, comme président de la 3e Force Banacité, je vous informe, les Congolais à l'extérieur du pays, les Congolais de l'étranger, partant du Congo-Brazzaville jusqu'en Australie, en passant par l'Europe et l'Amérique, nous représentons 10%. 10% sur le point démographique. Et sur le plan économique, vous savez que nous investissons. Et d'une manière, je ne sais pas s'il y a un peuple africain qui investit autant comme les Congolais le font dans leur pays. Et vous n'avez qu'à chercher les statistiques économiques à la Banque centrale. L'exemple que je vais vous donner, c'est le cas de Western Union. Vous aurez toutes les données. Sur le plan social, n'en parlons pas. Comment peut-on comprendre qu'à la dernière minute, que vous puissiez vous attendre à un soutien de ceux-là que vous avez rejetés quand il fallait exercer, quand il fallait les associer au processus? Bien, je crois que merci beaucoup en tout cas pour cet ensemble de questions. Si vous me permettez, nous allons essayer de serrer ceci. J'ai cru retenir essentiellement 3 préoccupations. La première concerne les valeurs de la francophonie. Est-ce que le Congo d'aujourd'hui peut réellement se situer dans les pays qui sont respectueux des valeurs de la francophonie, et notamment de la démocratie. Voilà. Bien. Vous savez, la démocratie, c'est une valeur. Mais c'est une valeur qui a ses exigences. Et pour atteindre ces exigences, il est nécessaire de s'y préparer. Je pense que vous avez vous-même cité la France, et vous avez donné un exemple très précis, en disant qu'en France, il y a maintenant, au sein du Parlement, un certain nombre de sièges qui sont réservés aux représentants de la diaspora française. Vous l'avez dit très clairement. Ça vient de se faire. Mais la constitution actuelle de la France, elle est en vigueur depuis quand? 58. La démocratie française, elle est en place depuis quand? 1789. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour mûrir cette démocratie, pour la mener jusqu'à ce niveau-là. Vous avez vu le temps qu'il a fallu. Plus de 2 siècles. Nous ne demandons pas autant, parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres moyens pour que les choses puissent aller beaucoup plus vite. Mais seulement, n'exigez pas de l'enfant qui vient de se lever de devenir un champion du monde, du 100 mètres. Je dirais même du 100 mètres et. Vous voyez, si vous avez cette exigence sur votre pays, je vous félicite. En tant que positionnement par rapport à un souhait, par rapport à un objectif que vous mettez de l'avant. Mais ne le mettez pas comme une exigence. Parce que si vous le mettez comme une exigence, vous allez voir que le petit enfant qui vient de se lever, non seulement il ne deviendra pas champion, il ne pourra même pas marcher. Parce que vous lui aurez posé trop de conditions. La démocratie congolaise vient de naître. Nous pouvons dire qu'elle est née réellement à Sun City. Et maintenant, il y a quelqu'un qui est en train de la mettre en place. Je veux parler du président de la République actuelle. Mais ne lui donnez pas trop d'exigences. Ne demandez pas à ce qu'il fasse tout en même temps. Au même moment. Ce n'est pas possible. Nous sommes un pays de 60 millions d'habitants avec une histoire qui est lourde, avec des difficultés énormes. Vous ne pouvez pas raisonnablement vous attendre à ce que ce pays-là remplisse les conditions de la démocratie immédiatement. Vous parlez de la diaspora, de l'importance de la diaspora, mais personne ne peut nier ceci. Chacun le reconnaît. La diaspora congolaise donne beaucoup à ce pays-là, énormément. Ce pays, maintenant la production a un peu repris,
Mais pendant longtemps, pendant des années, on ne produisait rien. C'est les entrées qui venaient de la diaspora qui nourrissaient les gens chez nos pays. Personne ne peut l'ignorer. Mais seulement, tenez compte, s'il vous plaît, de la réalité de votre pays. Pourquoi la diaspora n'a pas pu voter? Déjà, nous devons corriger cette affaire-là. Ce n'est pas que la diaspora n'a pas pu voter ou qu'ils n'ont pas pu être candidats. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont partis d'Europe, qui sont d'Amérique, qui sont rentrés là-bas et qui ont posé leur candidature. Personne ne leur a interdit de le faire. Il y a des gens qui sont venus qui de Brazzaville, qui de Tanzanie, qui d'Europe, qui d'Amérique, qui du Canada, qui se sont portés candidats. J'en connais, je peux vous citer des noms. Par respect, je ne le fais pas, mais j'en connais. Personne ne leur a interdit. Seulement, vu l'état actuel de notre administration, comment voulez-vous contrôler les gens qui sont à l'extérieur alors que nous n'arrivons pas encore, je le dis aussi ouvertement, très calmement, à contrôler ceux qui sont à l'intérieur? Aujourd'hui, on n'y arrive pas encore, on y arrive petit à petit. Parce que nous avons traversé une longue période de gabegie totale sur le plan administratif. Et vous le savez. Et puisque vous aimez votre pays, accompagnez-le à traverser cette période difficile pour que le moment venu, vos exigences puissent trouver réponse. Oui? Mais personne en République démocratique du Congo, personne ne me contredira si je vous dis qu'il n'est dans l'intérêt de personne, ni dans la volonté de personne, d'interdire à ce que nos compatriotes de la diaspora puissent participer aux élections, puissent avoir voix au chapitre. Ils l'ont déjà. Vous pouvez venir vous inscrire, vous pouvez venir voter, si vous en avez et le temps, et le moyen, et les moyens. Et je sais que ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, la vérité, elle est très simple. C'est que dans les conditions actuelles de notre administration, nous ne pourrons pas nous permettre de faire voter les gens qui sont loin et de pouvoir tenir compte objectivement de l'expression de leur volonté. Et même vous-même, vous avez dit, la CENI. Vous avez parlé de la CENI. Pourquoi tout le monde est d'accord de revenir à la CENI? Parce que nous devons avoir le courage de nos opinions. La CENI, telle qu'elle a fonctionné, elle a fonctionné dans des conditions extrêmement difficiles. Vous savez que pour un pays de 60 millions d'habitants, grand comme notre pays, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec des routes complètement délabrées, sur lesquelles rien n'a été fait pendant 3 décennies, vous demandez à une équipe d'organiser les élections. En 7 mois, s'il vous plaît. En 7 mois. Déjà dans des pays organisés, les élections sont prévues et organisées pendant des années. La CENI a eu 7 mois à le faire. Donc c'est extrêmement difficile. Et aussi, n'oubliez pas qu'en ayant vécu 30 ans de dictature, 30 ans de tricherie, 30 ans de gabegie, il reste, qu'on le veuille ou non, dans nos mentalités des réflexes. Et ces réflexes-là, vous n'allez pas les extirper en 2 ans, en 3 ans, ni même en 10 ans. C'est un travail d'éducation civique qu'il faudrait faire petit à petit, et nous allons y arriver. Donc, si l'on accepte de d'améliorer la CENI, d'ouvrir la CENI, c'est par souci d'améliorer. C'est pas parce qu'on se dit tous les gens qui ont travaillé à la CENI, c'est que des voleurs, que des tricheurs. C'est pas vrai. C'est parce qu'il faut améliorer. Il faut améliorer dès maintenant, de manière à ce que petit à petit, on arrive à quelque chose. Et puis, ne nous faisons pas d'illusions. En tout cas, personnellement, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Je ne pense pas que les prochaines élections en République démocratique du Congo seront des élections parfaites. Personne n'y pense. Personne. Parce que nous connaissons l'état dans lequel se trouve notre pays. C'est un travail de longue haleine. Voilà pourquoi je répète que vous qui êtes à l'étranger, vous qui vivez à l'étranger, soit entre guillemets, moi aussi j'ai vécu longtemps à l'étranger, et ici dans ce concours-là, vous qui vivez à l'étranger, vous devez apporter votre contribution, si vous aimez votre pays. Vous devez l'apporter, c'est-à-dire quoi? Vous devez apporter votre expertise, parce que vous en avez. Vous devez apporter ce que vous avez vu, ici, la nouvelle mentalité. Elle ne va pas se faire sans vous. Vous devez être là, mais seulement, ne nous considérez pas comme vos ennemis.
Monsieur le C'est parce conseiller. que la plupart des gens, ici à l'étranger, vous considérez que tous ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa, ce sont vos ennemis. Il faut les démolir, il faut les tuer, il faut taper dessus, mais ça n'a aucun sens, c'est vrai. Monsieur le conseiller, je vais revenir sur... vous avez tapé vraiment à des très bons points, hein, qui, comme on dit, là où les bas blessent. Revenons sur le mur. Moi, j'appelle ça le divorce même entre les pouvoirs, ou la classe politique à l'intérieur et la diaspora. Ce n'est pas la diaspora qui considère ceux qui font de la politique à l'intérieur comme leurs ennemis. Par contre, ceux de l'intérieur considèrent ceux de la diaspora comme ennemis. La preuve, ceux de l'extérieur aujourd'hui continuent à pleurer Armatungulu. Ils continuent à pleurer bon nombre de gens. Et vous en savez ce qui se passe au niveau de nos services de sécurité. Je ne citerai pas les noms, toujours par respect et sous présomption d'innocence. Plus loin, vous avez parlé du contrôle démographique. Mais, monsieur le conseiller, si nous devons parler vote des Congolais de l'étranger, l'administration pose problème ou a des difficultés pour le contrôle, mais comment pouvez-vous expliquer la vente, l'octroi des titres qui font la fierté, qui font, je dirais entre guillemets, la congolité à l'extérieur, parce que les passeports revus, les nouveaux passeports, c'est vrai, ça a été vendu aussi à l'intérieur, mais si on doit regarder les statistiques, ces passeports ont été destinés plus aux Congolais de l'étranger. Normal. Oui. Alors, comment on peut comprendre cette phase au moment où on devait soutirer un peu de sous, on devait vendre les titres qui représentent la fierté, la nationalité même congolaise. On l'a fait sans problème. Mais de l'autre côté, pour renvoyer l'ascenseur et que ces gens-là puissent s'exprimer, répondre même aux règles démocratiques, cela doit poser problème à l'administration. Je vais plus loin. Nous avons aussi parlé de la CENI. Monsieur le conseiller, ici, la CENI, on est arrivé au point où on accepte, et vous, du pouvoir, vous avez accepté à ce que la CENI puisse être revue. C'est dû. Et d'ailleurs, jusqu'au jour. Voilà, si nous sommes à un point où on a accepté, vous-même, vous avez accepté à ce que la question de la CENI soit mise sur table, c'est parce qu'il y a eu, je ne sais pas s'il faut appeler ça crise, ou méfiance, ou même manque de légitimité par rapport aux résultats fournis par la CENI. Personne n'a dit que la CENI était composée de voleurs ou de gens malhonnêtes, loin de là. Mais c'était simplement qu'on a compris que la démocratie n'a pas été à sa place sur cet exercice. Donc là, il n'y aura aucune raison, vous n'allez pas nous convaincre, nous surtout qui sommes encore à la diaspora, de dire par exemple que par rapport au vote, c'est par manque de moyens. Oui, si on n'aimait pas notre pays, on n'allait pas soutenir, on pouvait s'en passer. Pourquoi est-ce que nous tenons? Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui nous continuons, malgré tout le mal qui nous est fait, toutes les portes qui nous sont fermées? Vous avez cautionné la création de la maison Schengen, et vous en savez les fonds. Nous avons eu un document. À l'époque, c'était la vice-ministre Tchomba. Elle a fait le tour de l'Europe. Aujourd'hui, elle est au Parlement. Si elle pourrait dire non à ces documents, nous, on est prêts à sortir ces documents. Qu'est-ce qu'elle a signé dans les tours qu'elle a fait dans les capitales européennes? Signer que tout va bien, Madame la Marquise au Congo, et que les Congolais qui sont à l'étranger, les demandeurs d'asile, bien sûr, sans titre, pouvaient retourner au pays. Et tout à l'heure, vous avez reconnu la participation de la diaspora, tant sur le plan économique et social dans notre pays. Vous-même, vous avez vécu à l'étranger, vous en savez quelque chose. Ce n'est pas à moi de donner les détails. Alors, avec tous ces points, je crois que ce sont les murs, les briques qui constituent le mur qui fait aujourd'hui le blocage entre, d'une part, les pouvoirs, ou la classe politique étant à l'intérieur, et la diaspora. Nous ne voulons pas rester à couteau tiré avec vous, ni tirailler. Le Congo nous appartient tous. Mais tout ce que nous voulons, une certaine considération, reconnaissance de ce que font les Congolais de l'étranger face à leur pays.
Et puis, peut-être pour finir, vous avez parlé de la volonté de la mise en place de la démocratie. Là aussi, je peux vous contredire, monsieur le conseiller. Vous parlez de la volonté d'une personne qui veut faire appliquer la démocratie. Retournons à Sun City, vous avez fait allusion. Sun City, c'était un regroupement autour d'une table de tous les Congolais indifférents. C'était une volonté commune. Ce n'est pas par la volonté d'une seule personne qu'on était à Pretoria, qu'on a sorti l'accord global et inclusif. Tout le monde s'y est mis. On a vu que ceux qui étaient en rébellion, les vrais comme les Congolais d'à peu près, excusez-moi les termes, se sont retrouvés sur cette table. Et les conséquences sont là aujourd'hui sur les Congolais d'à peu près. Bon, je ne sais pas ce que vous entendez par Congolais d'à peu près. Je vous en laisse l'entière responsabilité. Mais ce que je veux vous dire, regardez voir, quand vous dites vous-même que par l'attribution du nouveau passeport, en fait, l'administration congolaise est en train d'essayer de savoir qui est à l'étranger et comment on peut le faire. Il en a fait, parce qu'il a octroyé. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Voilà. Donc, ça veut bien dire qu'il fallait régler quelque chose. Tout à fait. Voilà. Donc, ne voyez pas tout en négatif. Ce travail-là, il a aussi pour but d'améliorer le contrôle des Congolais. Bien sûr. Autrement, on ne l'aurait pas fait. Voilà. Et c'est par ce biais-là, c'est par ce travail-là, c'est ce travail-là qui va faciliter la réponse à votre revendication. Ça devait se faire. Non. Parce que lorsqu'on connaîtra, excusez-moi, oui, lorsqu'on saura que dans la Confédération helvétique, il y a 4532 Congolais, par exemple, qui sont identifiés, il sera facile de leur donner des cartes d'électeurs. Parce qu'on les aura connus. Vous savez bien, moi j'ai vécu ici pendant longtemps, qu'il n'y avait aucun contrôle sur nous. Il n'y avait aucun contrôle sur nous, j'ai vécu là. Maintenant, nous sommes en train de le mettre en place. Et ça, partout à travers le monde. C'est cette opération-là qui va permettre à ce que vous puissiez enfin prendre part aux élections. Ça, c'est un. Donc, personne n'empêche les Congolais de l'étranger de voter. Et aussi, regardez l'histoire de votre pays très clairement. Vous savez très très bien que si l'on peut contrôler les Congolais de Belgique, de France ou d'Angleterre, je ne sais pas où, dans certains pays, c'est extrêmement difficile de contrôler les Congolais. C'est extrêmement difficile de savoir ceux qui viennent juste pour avoir le papier et de se prétendre Congolais et ceux qui le sont vraiment. Vous permettez, monsieur le conseiller? Bien évidemment. Vous savez que cette opération a commencé avant même l'organisation des élections? Oui. Vous savez qu'il y a eu des Congolais... Non, elle n'est pas encore terminée parce qu'elle est progressive, elle doit continuer. Voilà. Et vous savez qu'il y a eu des Congolais qui ont été identifiés parce que s'ils n'étaient pas identifiés, je suppose, toutes choses restantes égales par ailleurs, ils ne pouvaient pas avoir les titres, leur passeport. Vous le savez au moins. Oui. Mais pourquoi cette partie identifiée ne pouvait pas avoir droit au morceau? Mais vous avez la réponse. Laquelle? Mais vous avez dit vous-même que l'opération n'est pas terminée. Non, elle sera progressive. Elle finira jamais. Non, il y a des enfants qui naissent ici. Il y a des gens qui continuent de venir. Les enfants qui naissent, c'est une autre chose. Il y a des gens qui continuent de venir. Il y a des gens qui ne sont pas encore régularisés. C'est une autre chose. Les gens qui viennent, ils viendront déjà avec leur passeport biométrique. Donc, ils sont déjà contrôlés chez nous. Et lorsqu'ils demandent le visa et qu'ils sortent au service de l'immigration, on sait qu'un tel est parti à tel endroit. Monsieur le conseiller, vous avez vécu longtemps à l'étranger. Vous en savez un peu plus. Non, mais je ne vois pas la contradiction là. Je suis contradiction, il y a parce en train de vous dire que... C'est comme si vous voulez ignorer un peu la classe. D'ailleurs, ils sont plus nombreux que ceux qui sont régularisés. Je n'ignore pas. Ceux qui ne sont pas encore régularisés. Non, c'est justement ça. Que tant que nous n'aurions pas la certitude que au moins 80% des Congolais de l'étranger sont identifiables, contrôlables, il serait injuste de donner le droit de vote à une partie. Ça ne serait pas normal.
s'il y a 10 millions d'étrangers, enfin, puisque vous pensez qu'il y en a environ 6 à 7 millions, moi je ne sais pas. Hein, voilà, j'ai les statistiques. Chiffre, mais vous avez dit à peu près 10%, ça vous a dit entre 6 millions, 7 millions. 6 millions, 7 millions. Ouais. Il faudrait déjà qu'on arrive à les identifier. Autrement, tout le monde viendra et dira que je suis congolais. Or, nous avons mis en place un système pour mieux contrôler nos compatriotes à l'étranger. Vous voulez partir à l'étranger depuis Kinshasa ? Il vous faut un passeport biométrique. Donc vous êtes déjà contrôlé quand vous sortez. Vous êtes à l'étranger, vous êtes congolais, venez à l'ambassade. Prenez un passeport biométrique qui est contrôlable. Vous n'êtes pas à la fois Mukendi Benoît, Nzouzi Alphonse, etc. On connaît très bien. À partir de ce moment-là, vous serez encore plus fort pour revendiquer votre droit. Monsieur le conseiller... Mais pour qu'on ne traîne pas... c'est hyper important. Ça va embêter. Je reviens sur ça. Je n'encourage pas l'immigration clandestine, il faut dire les choses clairement, mais nous ne devons pas parler de nos compatriotes qui ne sont pas encore régularisés. Mais néanmoins, sur cette opération, tous les compatriotes régularisés et qui doivent aller renouveler leur titre de séjour, la note, le circulaire du ministre est passé partout. Il fallait présenter les passeports biométriques. Et il en est de même sur toute la population à l'intérieur du pays. Ce n'est pas tout le monde qui a eu droit au morceau. C'est celui qui a rempli les conditions nécessaires. Et c'est là où nous disons, pourquoi pas à l'octroi du passeport biométrique, on pouvait octroyer aussi les cartes d'électeurs à ses compatriotes et que le vote se passe au niveau de nos ambassades. Puisque là, on est sûr, on n'a pas donné à n'importe qui. Si on préserve les titres de vote, comment est-ce qu'on pouvait laisser passer, si j'ai bien compris votre interprétation, vous donnez plus d'importance au titre, plutôt à l'élection, qu'à l'octroi des passeports biométriques. Alors que nous disons, avec l'octroi des passeports biométriques, ça peut être déjà une condition suffisante pour pouvoir donner le titre de vote. Très franchement, on ne se comprend pas. Mais je pense que pour ne pas embêter les téléspectateurs en tournant en rond sur cette question-là, nous pouvons aller de l'avant. Mais pour ne pas vous décevoir, je vais résumer ma pensée. Ma pensée, elle est celle-ci. Tous les Congolais, où qu'ils vivent, ont droit au vote dans leur pays. C'est la Constitution qui le prévoit, je ne contredis pas la Constitution. Et d'ailleurs, ceux qui ont pu le faire, l'ont fait. Il y a parmi les candidats, même à la présidence de la République, des gens qui vivaient à l'étranger, qui sont venus et qui ont posé leur candidature. Nous parlons de la diaspora comme entité. Non, pardon. Personne ne leur a interdit. Diaspora comme entité, monsieur le conseiller. Excusez-moi. Oui. Ceux qui ont voulu voter, qui étaient à Kinshasa, qui sont de la diaspora, personne ne leur a interdit de voter. Ce qui n'a pas été fait, c'est dans les pays de résidence, il n'y a pas eu vote des Congolais. Voilà ce qui n'a pas été fait. Je viens de vous expliquer pourquoi, selon nous, selon notre raisonnement, vous avez tenu un autre raisonnement, c'est le vôtre. Mais selon nous, nous ne pouvons pas faire une élection lorsque nous n'avons pas encore le contrôle de tout ce qui se passe à l'étranger par rapport à nos propres compatriotes. Voilà tout. Mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Sur la CENI, je vous ai dit que la CENI a organisé ces élections dans des conditions extrêmement difficiles et dans un temps très limité. Ça, c'est un. J'ai mis le doigt sur le fait qu'il existe chez nous des pesanteurs historiques. Les gens qui ont vécu pendant 3 décennies dans un système sans morale, et je crois qu'il faut le dire très clairement, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'au premier coup, ça soit déjà le paradis. Ce n'est pas possible. Donc il y a des difficultés que tout le monde reconnaît. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut que nous devons connaître en tant que, si nous voulons vraiment être des vrais patriotes. La CENI a fait son autocritique devant tout le monde. Ils ont analysé et ils ont dit ce qui n'allait pas. Ils l'ont dit. Et le gouvernement congolais a pris la responsabilité d'étudier la chose et de faire une proposition pour qu'on améliore. Donc, lorsqu'on accepte les critiques, lorsqu'on s'auto-critique, lorsqu'on prend conscience des difficultés et qu'on veut trouver des réponses, nous ne soyons pas fermés. Nous ne voyons pas que tout est complètement inexistant. Ce n'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui à Kinshasa un régime politique qui est ouvert et qui cherche à améliorer les choses,
qui reconnaît les difficultés qu'il y a et qui fait le maximum pour aller de l'avant. Voilà pourquoi je me permets tout à fait, avec très humblement, de dire aux Congolais de l'étranger, parce que c'est la plupart des gens qui nous regardent de l'étranger, que ce pays-là est à vous. Il a besoin de vous. C'est un pays qui est entré en démocratie récemment, parce que nous n'avons pas des décennies de démocratie. Donc c'est normal qu'il y ait des problèmes. Mais ces problèmes-là, nous n'allons pas les régler à coups de Kalachnikov, ni à coups de poing dans les rues. C'est pas vrai. Nous allons les régler au travers des débats, au travers des échanges, au travers des propositions. Et ça, au Congo, c'est possible. Il y a des canaux pour ça. Il existe une opposition qui s'exprime tous les jours. Voilà les canaux qu'il faut utiliser. Parce que nous avons besoin de nos compatriotes. Le débat qui consiste à dire « Ah oui, mais nous envoyons ceci par Western Union, nous faisons ceci, nous investissons. » Mais tout le monde est d'accord. Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Parce que c'est votre pays. Pourquoi vous devrez vous dispenser? C'est parce qu'on se sent à quelque part mis de côté. Mais non! On se sent exclu. Vous parlez de l'ouverture. vous exclure. Ne vous excluez pas, s'il vous plaît. C'est les pouvoirs qui nous excluent. Personne ne vous exclut. Je n'ai pas vu à Kinshasa un ordre ou une attitude ou une pratique qui consisterait à discriminer les Congolais de l'étranger. Monsieur le conseiller, Non. peut-être que vous n'êtes pas informé. Beaucoup des hommes de pouvoir, si on doit se les dire ainsi, ces hommes de pouvoir qui chantent, qui font des chantages à la diaspora. Qui? Vous en connaissez. Mais écoutez. Par respect, je ne citerai pas les noms. Non, mais citez-les. Vous êtes là-bas, vous faites tout ce que vous voulez à l'extérieur. Il y a vos familles ici. Attendez, vous me faites quelque chose à l'extérieur, je m'occupe de votre famille à l'intérieur. Bref, nous n'entrons pas sur ce petit débat-là. Mais vous avez à quelque part parlé de l'ouverture. Mais quelle est la famille de ouverture. quelqu'un qui a parlé ici et qui a été inquiété? Il y a des noms, il y a des gens. Mais il faut les citer. Il faut pas, mais il faut les citer. Nous Monsieur sommes le en conseiller, démocratie. Il n'y a pas de on problème. n'est pas là pour citer les gens qui sont absents. Citez-les parce que... Mais vous avez peut-être quelqu'un qui est peut-être en difficulté. Il faut le citer pour sauver la personne. Je vous dirai une chose. Pourquoi vous cacherez? Profitez. Le premier élément, jusqu'aujourd'hui, je vous ai cité un nom. Oui. Paix à son âme. Armand Toumoulou. Écoutez, vous savez, il y a des choses sur lesquelles je n'aime pas trop m'exprimer. Mais je vais seulement vous répondre en une phrase. Lorsque vous voulez tuer quelqu'un, vous savez ce qui vous attend. Avec une pierre? Je vous ai répondu. Je ne rentre pas là-dedans. Non, mais je vous ai répondu. Lorsque heureusement, vous jetez une pierre, mais s'il vous plaît. Heureusement. Non, mais s'il vous plaît, puisque vous cherchez ce débat-là, allons-y. lorsque vous jetez une pierre dans un cortège, vous jetez une pierre dans un cortège, vous vous attendez à quoi? peut-être Dans un cortège qui roule habituellement à vive allure. Vous jetez une pierre. Je ne justifie aucune mort, mais j'analyse seulement les choses. Parce que nous voulons être sérieux. Nous voulons construire un pays. Ce n'est pas comme ça que nous allons y aller. Monsieur le conseiller. Construire un pays, on le fait comme l'on vit ailleurs, à travers des échanges, à travers des choses constructives. Ce n'est pas à travers ce genre de comportement. Mais ce n'est pas ça notre débat. Oui? Notre débat, c'est de voir qu'est-ce que nous pouvons faire demain. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'ensemble, parce que je n'arrêterai pas de le dire. Vous savez, je fais beaucoup de débats politiques, moi, à Kinshasa comme ailleurs. Et j'écris, ça m'arrive d'écrire dans les journaux, et je publie des livres, tout ça. Les Congolais de l'étranger, mais c'est une branche importante de cette nation-là. Très importante. Je ne crois pas à votre chiffre de 6 millions, mais quand même, c'est très important. Oui? Parce qu'en général, c'est des gens très instruits. Deuxièmement, c'est des gens qui ont voyagé, donc qui ont vu autre chose, qui peuvent venir apporter une autre lumière, une autre considération. On ne peut pas négliger ces gens-là. On peut pas. On n'est pas des fous. On ne peut pas négliger. Voilà pourquoi ce genre de débat est important. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir ici. Parce que si j'ai l'occasion de parler à mes compatriotes de l'étranger, je le fais. Mais pour leur dire, personne n'est contre vous. Personne. Au contraire, nous, Congolais de l'intérieur, nous sommes demandeurs. Nous demandons à ce que vous veniez. Parce que vous avez de l'expérience, une vision, une façon de faire des choses dont nous avons besoin.
Monsieur le conseiller, venez, on vous attend. quels sont les mécanismes d'ouverture que vous mettez en place? Tout. On a vu, je peux citer un pays, ce n'est pas par plaisir, ils nous font la guerre, je l'ai déclaré ouvertement, le Rwanda. Oui. Ils ont fait quoi le Rwanda de mieux que Le le Congo Rwanda, pour... face à leur diaspora, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous en savez un peu, les non. ouvertures. Quoi? Je ne suis Mais pas là pour faire les concrètement. éloges du Rwanda, Non, j'en ai mais pas besoin. soyons concrets, C'est mon un frère. pays qui Quoi? agresse notre pays. Non. Je ne suis pas pour faire les éloges, mais je voudrais vous il ne poser s'agit une pas de question. faire des éloges, Voilà. mon compatriote. Regardez, moi, mon travail, Oui. c'est de faire attention à ces choses-là. Oui. Vous voyez? Donc là, en ce moment-ci, j'en profite aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour que je fasse la même chose? Ils ont donné, Pour qu'on le propose ils ont aussi. donné- Il n'y a pas de honte à Ils ça. ont fait une ouverture à leur diaspora. Ils Quoi? ont donné, Laquelle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? je vais vous citer, je vais vous les citer. Oui. Ils ont donné des avantages économiques, notamment sur le plan douanier. Hein? Ils ont facilité des constructions, ils ont donné des terrains à la diaspora, aux membres de la diaspora, avec Oui. des conditions bien sûr qu'ils devaient construire pour améliorer, embellir l'image de leur ville, ainsi de suite. Aujourd'hui, monsieur le conseiller, nous, Congolais de l'étranger, vous êtes aux affaires, vous êtes bien informés que nous sommes, nous autres qui sommes encore dans la lutte. Allez faire un tour sur à la douane plutôt. Bon, vous voulez qu'on parle de ça? Je suis bien disposé. On Ce sont s'arrête? des- ce sont des questions. Non, d'accord. On s'arrête sur ces deux points-là. Rien que sur ces deux points-là. En un mot, parce que ce n'était pas l'objet du séjour. Non, en un mais mot. c'est important, parce que c'est important de répondre quand vous posez des questions. Oui. Parce que nos compatriotes vont nous suivre, il faut qu'ils comprennent. Voilà. Vous parlez de la douane Oui. et vous parlez des terrains, Oui. premièrement. Il y en a beaucoup, hein. Il y a Non, beaucoup de domaines, hein. J'ai cité que deux. Vous pouvez ajouter, prenez le temps d'ajouter Non. ce que vous voulez. Parlons de ces deux-là. Bien. Premièrement, est-ce que vous-même, en tant que membre de la diaspora, Oui. est-ce que vous vous êtes organisé, vous avez demandé un terrain qu'on vous a refusé? Est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ça? Oui, monsieur. Dites-le nous. Oui. Comme ça, on Mais le saura. écoutez, faites une demande. Vous savez qu'au Congo, la loi même, les terres congolaises appartiennent à l'État congolais. Oui. OK? Si vous voulez avoir un terrain au Congo, vous faites ce qu'on demande, une demande de terre. Et si cette terre est vacante, on vous l'attribue. On suit, chers compatriotes. Mais Voilà. bien évidemment. Une ouverture qui sort de la bouche autorisée. Oui. Vous savez, ce qui est négatif chez nos compatriotes, c'est quoi? C'est de critiquer avant même de s'organiser pour poser la question. On ne critique pas. Voyez-vous? On lance les cris d'alarme. Pardon, c'est de peindre le mur en négatif avant même de faire une proposition et de la proposer. C'est simplement poser les problèmes. Non. Maintenant, vous parlez de la douane. Oui. Vous savez, si vous aimez votre pays doit vivre. On le sait bien. Ouais. Vous le savez? Oui. Bon. Alors, regardez un peu, posez-vous la question de savoir, aujourd'hui, le Congo, il vit de quoi? Les quelques routes que nous faisons, les écoles que nous entretenons. N'oubliez pas que l'année passée, il y a eu 1 million d'élèves en plus dans les écoles. 1 C'est une million. bonne chose, oui. Nous OK? disons oui. On les fait avec quels moyens? Avec quelle production? Le Congo, il était le plus grand producteur du monde sur plusieurs plans. Il ne l'est plus. Il était dans les 3 ou 4 premiers producteurs, cacao, café, coton. Il ne l'est plus. Il faut parler aussi du Attendez, prix, parce qu'il y a des accords que vous avez signés bien avec les évidemment. Chinois. Non, mais écoutez, ne mélangeons pas. Si vous voulez qu'on parle de ça, on parlera. Mais laissez-moi vous répondre à votre question. Oui. Notre pays aujourd'hui, il ne vit pas de sa production. Nous faisons beaucoup d'efforts pour que ce pays revienne à ça. Et pour que le pays revienne à ça, il faut construire des infrastructures. Voyez-vous, quand vous venez avec votre Jeep à Matadi et que vous payez cher, je sais que vous payez cher, mais soyez fiers, mes chers compatriotes qui m'écoutez. Parce que c'est avec cet argent-là que nous sommes en train de faire tout ce que nous sommes en train de faire. C'est avec votre argent, c'est grâce à vous. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure, nous avons besoin de vous. Monsieur le ne conseiller. pensez pas que... Non, pardon. Ne Non, pensez c'est quand même pas important, que... ce Non, mais point. c'est très important ce que je dis. Voilà pourquoi je n'aimerais pas que vous m'interrompiez. Parce qu'il faut que les Congolais comprennent. Allez-y. Voyez-vous, aujourd'hui, le Congo vit, je ne dis pas exclusivement, je n'ai pas dit ça, mais en grande partie grâce à ça. Aujourd'hui, les taxes douanières pèsent énormément sur notre budget national. Énormément.
Donc, lorsque vous payez cette taxe-là, supplémentaire, c'est parce que votre pays en a besoin. C'est pas parce qu'on veut vous faire du mal. Et lorsque votre pays aura construit ces infrastructures, lorsqu'il y aura des routes, vous viendrez investir. Vous pourriez faire vos usines, vos champs, vos ateliers et tout ce que vous voulez. Mais c'est parce que vous auriez débuté par investir dans des infrastructures. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi il faut expliquer ceci aux Congolais. Il faut qu'ils le sachent. Monsieur le conseiller, savez-vous au moins cette théorie que pour encourager la consommation, il faut à quelque part baisser les impôts? Bien sûr. Croyez-vous qu'en augmentant les taxes douanières, vous encouragez les gens à investir? Non. Surtout ceux qui sont à l'étranger? Non, écoutez, franchement, je crois qu'on ne se comprend pas. Non, on est sur ce point-là. Non. Parce que là, vous justifiez la hausse de ces taxes douanières. Je ne justifie pas, je l'explique. Parce que souvent, c'est quelque chose. Moi, quand j'importe quelque chose, j'en souffre également. Mais c'est comme partout. Ici, là où vous travaillez, vos impôts, ils représentent combien par rapport à votre revenu annuel? Je sais, hein, j'ai vécu ici, je sais que c'est 1 mois et demi. En tout cas, moi, je paye sur les 12 mois que de travail, il y a 1 mois et demi qui va au fisc. C'est normal. Ça fait les 10% à peu près. Ben oui. Ouais. Bon, pourquoi? Parce que c'est avec cet argent qu'on a investi qu'on fait du travail. Et ça doit être redistribué, le travail doit être palpable. On est d'accord que nous sommes devant... Mais vous ne savez pas qu'au Congo, aujourd'hui, vous pouvez aller de Kinshasa jusqu'à Kalumbalesa? Vous ne le savez pas? Si, je le sais. Bon, alors, vous pensez que ce travail a été fait comment? Il n'y a pas que ça? Non, mais attendez, ce travail a été fait avec quel argent? Peut-être qu'on ne vous le dit pas. Moi, je suis en train de vous le dire, c'est avec votre fric. Ouais. Et alors, soyez-en fiers, ne refusez pas. On ne les refuse pas, mais nous disons qu'il faut appliquer une politique équilibrée, de sorte que nous continuons, nous, à investir et que les pays puissent aussi en bénéficier. Parce que quand les taxes sont trop élevées, on est d'accord que c'est un des faits de découragement des investissements. Oui, quand les taxes seront trop élevées, aujourd'hui, ils ne le sont pas. Et nous sommes d'ailleurs, je vous informe. Ils ne le sont pas. Je vous informe. C'est vrai que la douane, par rapport aux pays qui nous entourent, en République démocratique du Congo, les frais pour rentrer, il n'y a pas que la douane, hein, l'ensemble des frais pour faire entrer la marchandise au Congo, et notamment les véhicules, les choses comme ça, c'est vrai que ça coûte cher. Mais je vous ai dit pourquoi. C'est parce que le pays a besoin de cet argent, parce que la production chez nous, elle n'existe plus, parce qu'il faut construire des infrastructures, c'est-à-dire des routes, des ponts, des bacs, etc. Lorsque nous aurions terminé cette affaire-là, vous allez voir que tout ça va se réduire. Nous ne sommes pas contre, mais nous demandons à ce qu'il y ait une politique équilibrée. Parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui soit le gouvernement Mozitu ou le gouvernement Matata. Nous sommes en face des gouvernements qui sont forts en recouvrement, mais en redistribution, nulle. C'est l'impression que nous avons. Et comme il s'agit de la diaspora, nous avons posé simplement la question de savoir quels sont les mécanismes faits pour permettre qu'il y ait encore cette rencontre, cet amour entre la diaspora et les pouvoirs. C'est simplement ça. Vous savez, je vais vous répondre par une anecdote hein, que je répète beaucoup sur les télévisions congolaises, mais je profite pour le dire ici. Il y a une maman qui a un bébé, un enfant, ils sont au champ. Cette maman est en train de travailler son champ et de mettre des haricots, des arachides sur terre pour qu'ils poussent. L'enfant prend 2 arachides, veut manger. La maman prend et tape dessus et remet l'arachide dans la terre. Il rentre à la maison. L'enfant va dire au papa, « Papa, tu sais, maman, elle est vraiment pas gentille. Je voulais seulement manger 2 arachides, elle m'a tapé dessus. » Puis le papa lui dit, « Attends, tu verras, tu vas avoir des sacs et des sacs et des sacs d'arachides. D'ici peu. » À cause de ce sacrifice-là, aujourd'hui, nous sommes à cette étape-là. Soyez sévères sur nous quant à l'utilisation de votre argent, mais ne refusez pas de nous donner votre argent. Tout ce que nous vous devez le donner parce que c'est votre pays. Il n'y a rien à distribuer au Congo. Il y a la redistribution. C'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, ce pays-là, on l'a laissé descendre aux enfers pendant 3 décennies. Il n'y a rien à distribuer. Personne n'encourage. Vous voulez distribuer quoi? Aujourd'hui, de la même manière dont vous recouvrez, de la même manière que nous souhaitons que cela soit redistribué aux populations. Chers amis, on pouvait bien développer beaucoup de thèmes, parce que c'est une occasion. Dommage qu'on n'a pas pu, faute de temps, attaquer tous les thèmes, mais
Mais ben voilà, on pouvait parler de la francophonie, parler de l'université, parce que le Congo étant un des grands pays francophones, on pouvait toucher aussi les points de l'université, les conditions dans lesquelles nos étudiants étudient. Mais bon, voilà, les temps nous font défaut. Et puis, je sais pas, un dernier mot de votre côté? Merci beaucoup à NASFOR TV de l'occasion qui m'a été donnée de m'exprimer ici, dans cette terre vaudoise qui m'a vu grandir, qui m'a donné la chance de faire des études, de travailler et d'enseigner. Je serai toujours reconnaissant à ce pays, à ce canton, qui m'a vraiment donné beaucoup. Et à chaque fois que je viens ici, c'est toujours un très grand plaisir. Je retrouve ma famille, hein, puisque c'est des gens avec qui j'ai vécu longtemps. Merci. C'est le conseil, quelque chose vous a fait mal? On vous a tiqué? Absolument pas. Chers amis, on a tiqué. La sportive, c'est un carrefour. Je crois que Ban a cité la troisième force, l'opposition, tout le petit peuple. On s'est retrouvés, c'est comme ça, c'est les débats. Et c'est quand même un symbole parce qu'il a dit que c'est l'ouverture. Donc voilà. À plus. On vous aime beaucoup. Tous ensemble.